Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gérald Vigourou, je suis formateur en communication imprimée, la PAO, et en communication visuelle, la PREAO. Et je vous propose une série de tutos sur ma chaîne YouTube, tutos autour des logiciels PAO ou PREAO, InDesign, Illustrator, Photoshop, PowerPoint. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Photoshop et plus particulièrement au traitement d'images noires et blancs dans le logiciel Photoshop. Alors le traitement des images numériques est une étape clé dans la gestion et la manipulation des photographies, que celles-ci soient destinées à la diffusion écran ou à l'impression professionnelle. Alors que veut dire traiter une image? Traiter une image sous-entend améliorer le visuel et son rendu imprimé en visant tout simplement un équilibre au niveau des contrastes. Alors petite précision avant d'aller plus loin, les photographies utilisées pour ce tuto proviennent majoritairement de la banque d'images gratuite Unsplash. Unsplash est un site canadien dédié au partage de photos sous licence libre. Il est basé à Montréal et compte plus de 120 000 photographes contributeurs. Moi-même, je suis contributeur d'Unsplash. Unsplash dispose donc d'une banque d'images de plus de 1 million photos haute définition. Unsplash a été cité comme l'un des principaux sites de photographie au monde et comme source majeure, comme banque de ressources d'images majeure pour les fonds d'écran de WeTransfer, Apple, ou encore comme un outil professionnel pour les journalistes, les blogueurs, les écrivains, les développeurs. Le sujet qui nous intéresse, c'est le traitement des images noires et blancs. Et pour ce premier épisode, l'épisode 1, avant de commencer à travailler nos images, il est intéressant de connaître un certain nombre de points clés du logiciel Photoshop. C'est-à-dire qu'il y a une phase préliminaire. Quels points vont être abordés? Nous allons aborder le paramétrage colorimétrique de Photoshop. Comment attribuer le bon profil colorimétrique à notre logiciel. Ensuite, nous parlerons du panneau information, puis du panneau histogramme, et pour finir, nous parlerons des pipettes. Alors le premier point qui va nous intéresser, c'est la gestion de la couleur dans Photoshop. Photoshop est par défaut réglé pour travailler selon les normes colorimétriques américaines. Pourquoi? Cela se justifie tout simplement par l'origine de l'éditeur, c'est-à-dire Adobe. Il s'agit pour nous d'opter pour des réglages plus adaptés, des réglages colorimétriques adaptés aux normes européennes. Comment faire? Nous voici dans la page d'accueil de Photoshop. Vous constaterez ici que je n'ai pas ouvert au préalable une photographie. En effet, ce n'est pas nécessaire pour faire le réglage du profil colorimétrique de Photoshop. Nous pouvons directement passer par un menu déroulant, donc le menu édition qui est ici, et nous allons opter pour couleur. Le raccourci clavier qui permettra d'obtenir cette boîte sera CTRL Maj K sur un PC ou commande Maj K sur un Mac. Regardons de plus près cette boîte. Dans la partie supérieure, nous avons ici paramètres avec une liste déroulante et nous constatons que nous avons ici Prépresse pour l'Amérique du Nord 2. Ce qui veut dire que les réglages qui concernent l'espace de travail ne sont pas adaptés à une exploitation liée aux normes européennes, notamment, vous voyez, pour le CMJN en fait. Nous allons dérouler la liste déroulante de paramètres pour observer son contenu et nous constatons que nous avons ici des profils qui sont adaptés à l'Europe. Un profil prépresse. Le profil prépresse, vous allez le choisir si l'utilisation que vous faites de Photoshop et des photos dans Photoshop aura comme destination une exploitation imprimée. Donc si vos images sont destinées à être imprimées professionnellement, vous pouvez en effet opter pour prépresse. Si au contraire vos images sont essentiellement destinées à une destination de type écran,
notamment pour le web, web Internet pour l'Europe est parfait. Donc en choisissant l'un ou l'autre, vous constaterez qu'il y aura un impact direct sur l'espace de travail. Eh bien moi je vais opter pour Pré-Presse pour l'Europe 3. Je valide, je viens de choisir un profil colorimétrique adapté aux normes européennes. Alors tout ça paraît simple, mais attention, il y a un petit bémol. Cette notion de profil est plus complexe qu'il n'y paraît. Je vais vous le démontrer à travers l'ouverture d'une image. Je vais opter pour une image ici. Je vais choisir cette photo. Et je vais constater qu'une boîte apparaît immédiatement, une boîte d'avertissement. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui est indiqué ici? On vous indique dans cette boîte une non-concordance des profils incorporés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie concrètement ce message? Eh bien, tout simplement qu'un profil colorimétrique spécifique, autre que celui que j'ai défini sur mon logiciel, juste à l'instant, a été attribué à cette image. Et 3 possibilités vous sont offertes. Première possibilité, c'est de préférer le profil incorporé à celui qui est associé à votre espace de travail. Dans ce cas-là, donc, le profil lié à l'image est conservé. Deuxième possibilité, strictement l'inverse, c'est-à-dire convertir le profil colorimétrique de l'image à votre espace de travail. Et la troisième possibilité est encore plus radicale, à savoir de supprimer définitivement le profil incorporé. Alors le choix peut paraître un peu délicat, notamment si le profil a été volontairement choisi par le photographe. Donc, afin de respecter en quelque sorte la source et de ne pas la dénaturer, nous allons tout simplement faire en sorte d'automatiser le fait que nous souhaitons toujours conserver le profil incorporé et d'éviter en plus cette question à travers cette boîte systématique. Alors, que faire pour obtenir ce résultat? Il suffit de revenir dans Édition et de recliquer dans Couleurs. Voilà. Et dans la partie qui est ici, Règles de gestion des couleurs, vous constatez que vous avez la possibilité pour le RVB, le CMJN ou le niveau de gris, pour les images RVB, CMJN ou niveau de gris, de conserver systématiquement ou pas les profils incorporés. Ça, c'est un premier point. Donc, nous allons conserver les profils incorporés. Mais, concernant la boîte d'alerte, nous souhaitons l'éviter, bien évidemment. Eh bien, pour éviter cette boîte d'alerte, nous voulons qu'il n'y ait pas de choix à l'ouverture lorsqu'il y a une non-concordance des profils. Pas de choix au niveau du collage lorsqu'il y a une non-concordance des profils entre l'image qui est censée accueillir une photo que vous allez importer. Et à l'ouverture, bien évidemment, lorsque le profil est manquant, pas de boîte non plus. Donc je décoche ces 3 options. Je vais faire OK. Et je vais à nouveau tenter d'ouvrir cette image. Donc tout à l'heure, nous avions une boîte d'avertissement. À présent, elle a complètement disparu. Nous avons directement l'image. Sachez que cette image a conservé, bien sûr, le profil. C'est ce que l'on a indiqué dans la boîte de dialogue couleur. Donc la notion de profil est une notion importante, notamment dans la gestion d'un flux de production. C'était le premier point que je souhaitais aborder avec vous durant cet atelier. Parlons à présent du panneau information. Alors nous avons ouvert dans Photoshop donc une photographie issue de Unsplash. Maintenant, pour retrouver notre panneau information, nous allons passer par le menu fenêtre. Nous pouvons donc bien évidemment choisir ici dans la liste information. Je vais opter pour les espaces de travail prédéfinis et choisir photographie. Voilà. Et je vais activer ici le panneau information et peut-être même rendre ce panneau flottant pour une meilleure lisibilité.
Alors ce panneau est constitué de deux grands types d'informations. Des informations dites densitométriques, c'est-à-dire, et on peut le remarquer lorsque l'on place son curseur sur la photographie, vous avez des informations qui concernent notamment les pourcentages d'encre pour le CMJN et de lumière pour le RVB concernant nos pixels. Donc des informations densitométriques. Et également des informations de type géométrique dans la partie inférieure ici, notamment la position du curseur, ou si vous créez par exemple un rectangle de sélection ici, la largeur et la hauteur de ce rectangle. Voilà. Alors, ces informations ne sont pas pour l'instant optimales, voire elles sont incomplètes. Pour pouvoir compléter les informations fournies par le panneau information, nous allons opter pour le menu local et nous allons choisir les options de panneau. Voilà. Alors, mode couleur RVB, info couleur première lecture. En gros ici, vous êtes censé régler les informations qui sont dans la première section ici du panneau. Eh bien, je vais opter pour niveau de gris. Nous avons affaire à une image en niveau de gris ici, en noir et blanc, hein. Donc, on veut des informations concernant la densité d'encre noire sur la photo. Au niveau de la deuxième lecture, je vais conserver du CMJN. L'unité concernant mes différentes informations géométriques, eh bien, je vais opter pour le millimètre. Quelques informations complémentaires ici qui peuvent être additionnées au panneau. Je vais cocher document, profil de document, dimension du document et pour le reste, pourquoi pas nombre de calques, même si ici il n'y en a pas. Enfin, il n'y a qu'un seul calque. Je vais valider. Voilà, j'ai un panneau qui maintenant est un peu plus complet. Lorsque je me positionne sur la photo, au niveau de l'information numéro 1 ici, j'ai donc le pourcentage d'encre noire en fait qui est sous mon curseur. Ici au niveau des cheveux par exemple, j'ai un pourcentage à 91% d'encre noire ici dans la partie sombre des cheveux. Information qui pourra avoir son importance à l'avenir. J'ai toujours les informations CMJN. J'ai également la position en millimètres de mon curseur. Et si je crée un rectangle ici, j'aurai sa taille en millimètres. Mais j'ai aussi des informations ici concernant donc le poids de l'image, le profil. Ce profil est un profil incorporé. Nous avons accepté l'incorporation des profils de manière automatique. Donc c'est normal. Et ici, j'ai la taille physique de l'image et sa résolution. Par exemple, si je devais avoir ce type d'information en dehors de ce panneau, il faudrait que j'aille dans Image, taille de l'image, ce qui est un petit peu fastidieux. Alors si je devais donc régler le problème du profil et l'adapter à un profil CMJN, je passerai tout simplement par édition et j'irai dans convertir le profil. Il me proposera bien évidemment le profil, l'espace de travail CMJN tel que je l'ai calibré dans le logiciel. Voilà, donc la palette information est une palette assez précieuse car elle vous donne des informations très complètes, enfin assez complètes, très complètes c'est peut-être un peu exagéré, assez complètes concernant votre image. Des informations au niveau du dosage d'encre, des informations de position, de taille, de résolution, de profil. Donc je vous conseille fortement donc de l'avoir toujours à disposition. N'oubliez pas, par contre, de la compléter comme on l'a vu en passant par le menu local et en allant dans les options du panneau. Troisième élément clé dans la préparation au traitement de l'image numérique, le panneau histogramme. Alors voici encore une fois une image téléchargée à partir d'Unsplash. Je vais à présent donc activer l'histogramme en passant par le menu fenêtre, histogramme. Alors qu'est-ce qu'un histogramme? Alors nous pouvons d'ores et déjà nous dire que c'est une représentation graphique des pixels de l'image.
Mais allons plus loin. L'histogramme est certes une représentation graphique, mais qui se lit à deux niveaux. Si nous avons une lecture horizontale de l'histogramme, de gauche à droite, l'histogramme exprime la variation de la luminosité des pixels sombres à gauche aux pixels clairs à droite dans notre image. Si nous avons une lecture verticale de l'histogramme, l'information qui nous est transmise est une information quantitative. Nous pouvons découper ainsi cet histogramme en trois zones, en trois catégories. La partie de gauche représente les tons foncés. La partie médiane, la partie centrale, les tons moyens. Et la partie de droite, les tons clairs. Maintenant, comment lire un histogramme? Alors, cet histogramme va permettre en fait, l'histogramme qui est ici, va permettre de déduire certaines informations sur notre image. Tout d'abord, cet histogramme est celui d'une photo globalement bien exposée. On a des informations allant du noir jusqu'au blanc. Alors, vous constatez ici quelques pics. En fait, ces pics qui sont à gauche ici indiquent qu'il y a une partie de la photo qui est en sous-exposition puisque en fait ça représente les pixels sombres. Donc ici ça doit être bien évidemment le pont. Et puis les pics qui sont ici à droite, ce sont des zones qui sont un peu surexposées. Ça doit concerner en fait essentiellement le ciel. Mais en règle générale, on voit bien qu'il y a une bonne répartition donc des pixels sur la totalité de l'histogramme. Donc c'est une photographie dont l'exposition est bonne, car la répartition quantitative dans les différents tons, sombre, moyen ou clair, est relativement équilibrée. À présent, regardons cette photo sous un autre angle sur une autre version. Je vais activer mon historique et me positionner ici sur cet instantané. Voilà. Je vais mettre ici à jour mon histogramme pour avoir l'ensemble des informations dans la fenêtre. Alors, que constatons-nous? Nous avons ici donc une forte représentation des tons foncés en fait. Des tons moyens existants et très peu de tons clairs. Donc nous avons affaire à une photo qui est sous-exposée. Deuxième constat, nous avons ici un histogramme en peigne ou en code barre. Vous voyez ici en fait qu'il y a des ruptures dans l'histogramme. Cette indication nous donne l'information qu'il y a un manque de modelé, un surplus de contraste dans la photographie. Les valeurs intermédiaires sont manquantes. Nous allons à présent nous mettre sur une autre version de cette photographie. Je vais cliquer ici sur un autre instantané. Voilà. Encore mettre à jour l'histogramme en cliquant ici sur le bouton d'avertissement. Voilà. Eh bien, nous avons ici une représentation inversée, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de pixels clairs, des pixels moyens, donc des tonalités grises, et très peu en fait de pixels sombres, voire pas du tout. Encore une représentation d'ailleurs en peigne dans certaines zones de la photographie. Nous avons ici donc typiquement une photo surexposée. Donc nous avons vu ici la photo sous-exposée avec une majorité de noir, la photo surexposée avec une majorité de blanc. Nous allons à présent découvrir des cas un peu plus extrêmes. Sur cette image, nous avons beaucoup d'informations dans les blancs et très peu, voire pas du tout, dans les noirs. Les blancs sont dits cramés. C'est typiquement une image high key. Alors, qu'est-ce qu'une image high key? Ce sont des images très lumineuses, avec des sujets très doux, presque effacés par la lumière. Des sujets sur lesquels ne ressortent que certains détails sombres, comme le regard, certains maquillages, la coiffure. Donc on comprend facilement pourquoi la mode est devenue l'une des plus grandes amatrices de ce type de clichés très exposés.
Donc, parfois ces photos sont partiellement désaturées, donnant un aspect encore plus éthéré au sujet. Donc, une image high key. Ici, nous avons affaire à une image avec énormément de noir, essentiellement du noir, avec des parties qui sont donc majoritairement sous-exposées. Alors c'est un style de prise d'image volontaire. C'est beaucoup utilisé en photographie pour exprimer donc un effet clair-obscur. Donc c'est la technique de l'image low key. Dernier exemple, voici une image peu contrastée, plate. L'essentiel de l'information se retrouve au milieu donc de notre histogramme. Voilà les différents cas possibles. Donc l'histogramme, pour résumer, est donc un outil analytique stratégique qui vous permettra de mieux comprendre vos images et de profiter de ces informations pour pouvoir faire des rééquilibrages en termes de contraste à l'avenir. Les outils qui permettront d'agir sur la répartition donc des tons sombres, des tons moyens et des tons clairs seront bien évidemment abordés par la suite. Parlons à présent des pipettes, donc pipettes au pluriel. En effet, nous n'allons pas aborder l'outil pipette qui est situé ici à proximité donc de l'outil de recadrage. L'outil pipette permet de prélever une couleur sur une image en vue de la mémoriser notamment dans un nuancier. Donc cet outil, tout le monde le connaît. Les pipettes qui nous intéressent sont celles qui sont associées à une fonctionnalité de réglage de lumière du logiciel Photoshop. Dans le menu Images, nous allons nous positionner sur Réglages et dans Réglages, nous allons choisir Courbe. Eh bien, ici, vous constaterez la présence de 3 pipettes. Une pipette pour le point noir, une pipette pour le point gris et une pipette pour le point blanc. Si nous sommes dans une image en niveau de gris, comme ici, si je retourne dans la commande, je vais constater que je n'ai en fait ici pour une image en niveau de gris que la pipette point noir et la pipette point blanc. C'est normal. À quoi servent ces pipettes? Eh bien, elles permettent de fixer le point le plus sombre d'une image ou le point le plus clair d'une image. Mais essayons d'aller un peu plus loin. En effet, pour bien comprendre l'importance de ces outils pipettes, faisons une petite parenthèse. Lorsque l'on souhaite travailler une image, il est important de suivre une méthodologie cohérente et précise. Le travail sur une image en niveau de gris va essentiellement se baser sur une bonne gestion des contrastes. Et le premier type de contraste sur lequel nous devons travailler concerne ce que l'on appelle l'écart de contraste, c'est-à-dire les deux extrêmes, le point noir, le point blanc, la nature de l'élément le plus noir dans votre image et de l'élément le plus blanc. En toute logique, si on parle des deux extrêmes, le noir et le blanc, leur valeur, donc pour le noir en lumière, serait de 0. Et en encre, 100% d'encre pour le noir. Et pour le blanc, la valeur en lumière serait de 255 et pour de l'encre, 0%. Alors là, on parle de valeurs pures. Eh bien, ces valeurs pures sont en décalage avec la gestion d'une image, car dire qu'un point d'une photo est un blanc pur et donc une absence d'encre paraît aberrant. Mettre un blanc pur, c'est ce qu'on appelle cramer les blancs ou écrêter les blancs. Mettre un noir pur, c'est boucher le noir. Si on souhaite traiter une image en adéquation avec les normes d'impression, il serait souhaitable d'adopter des valeurs de référence pour les extrêmes qui seraient proches d'un blanc extrême, c'est-à-dire non pas être situé à 255, mais un peu moins en fait, plutôt 250 par exemple, et pour le noir, non pas être situé sur une valeur de 0, mais plutôt sur une valeur de 2, 5, etc. En fait, on va modifier le point noir et le point blanc à travers les pipettes.
Donc revenons sur notre boîte courbe. Je vais ici double-cliquer sur la pipette qui est ici, donc le point noir. Voilà. Et je me retrouve dans le sélecteur de couleurs. Donc ça, c'est une fenêtre de type RVB, mais nous avons la capacité ici donc d'avoir RVB, CMJN et surtout ici lumière. Eh bien, plutôt pour le point noir, plutôt que d'avoir donc une lumière à 0%, nous allons choisir d'être un tout petit peu décalé. Nous allons opter pour du 2%. Je valide. Je vais à présent double-cliquer sur la pipette ici, point blanc. Et plutôt que d'avoir une valeur en lumière extrême à 100%, nous allons opter pour du 98%. Alors moi, je vous conseille donc ces deux valeurs, 2% pour le point noir et 98% pour le point blanc. Je valide. Et si je fais OK, on va me poser la question si je souhaite mémoriser donc ce paramétrage par défaut dans mon logiciel. Je vais accepter. Alors pour l'instant, il ne se passe rien car nous n'avons pas véritablement utilisé les pipettes. Nous avons juste personnalisé, modifié leurs attributs. Mais nous allons à présent faire le test. Retournons dans la boîte courbe, image, réglage, courbe. Voilà. Je vais me positionner sur la pipette noire, donc qui a été bien évidemment paramétrée. Et je vais indiquer dans mon image, alors pour l'instant un petit peu au hasard, dans les prochains épisodes, on en saura un peu plus. Mais je vais indiquer que le point pour moi qui est le plus noir de cette photo, c'est la chevelure ici de la personne. Donc je vais cliquer dessus. On voyait déjà qu'il y a un ajustement qui s'opère au niveau donc de la lumière globale et donc des contrastes de notre image. Maintenant, je vais me positionner sur la pipette point blanc et je vais indiquer que pour moi, la zone la plus claire de la photo devrait être située ici. Je clique. Voilà. Et vous constaterez qu'il y a un rééquilibrage qui s'opère dans l'image. Alors, il est subtil, certes. Si je veux donc peut-être exagérer un peu plus, je vais cliquer ailleurs pour que vous voyez bien. Là, je pense que vous avez très bien compris. Donc, un rééquilibrage, c'est-à-dire que je donne des indications concernant le point le plus sombre, à mon avis, d'une photo, et le point le plus clair d'une photo, c'est-à-dire que je délimite les deux extrêmes de ma photographie pour rééquilibrer en fait les contrastes de la photographie. Donc, nous aborderons de manière plus détaillée l'exploitation de cette boîte courbe qui est l'une des boîtes les plus importantes dans les réglages de densitométrie en fait de lumière de notre logiciel. Je vais juste valider, voilà. Nous avons donc posé les bases du traitement des images noir et blanc. Bon, il faut savoir que ces notions se déclinent bien sûr pour les images couleurs, mais avec quelques spécificités tout de même. Toutes ces notions sont fondamentales pour bien comprendre les épisodes suivants. Le prochain atelier consistera ainsi au rééquilibrage de la lumière et du contraste pour les images en noir et blanc. Donc, je vous dis à très vite sur notre chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez soutenir mon travail et voir de nouvelles vidéos sur la thématique de l'image, n'hésitez pas à vous exprimer. Le meilleur moyen est de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux et bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux ateliers.